BFM Business, Intégral Bourse, jusqu'à 18h, le club de la bourse. Trois invités avec nous jusqu'à 18h pour commenter l'actualité du moment sur les marchés financiers. Emmanuel Soupre est à nos côtés ce soir, directeur de la gestion action chez ABN AMRO Investment Solutions. Emmanuel, bonsoir. Bonsoir Grégoire. François Jubin, à vos côtés, le président de Wise AM. Bonsoir François. Bonsoir Grégoire. Et David Ganodi qui complète ce trio, gérant de Fidelity Patrimoine chez Fidelity. David, bonsoir. Bonsoir Grégoire. Eh bien, rentrons dans le dur de la séquence de marché. Peut-être un commentaire sur les 7 semaines positives d'affilée que viennent de connaître les actions européennes. On verra si on en ajoute une 8e au terme de cette nouvelle semaine. Enfin, comment, pourquoi, alors qu'on a quand même une liste d'inquiétudes, de risques assez importante désormais. Qu'est-ce qu'il a emporté pour justifier ce mouvement de hausse des marchés actions? Et puis la question qui suit, où est passé le sell in May? Est-ce que c'est toujours un proverbe approprié sur les marchés financiers, l'idée de vendre en mai les actions pour revenir un petit peu plus tard et tenir compte des effets de saisonnalité? Mais sur la séquence récente, déjà, qu'est-ce que vous retenez, David? Ouais, moi, ce que je retiens, c'est qu'on avait eu un début d'année un peu compliqué, donc ça remet un peu les compteurs à zéro finalement. Quand on regarde les performances des marchés actions depuis le début de l'année, on est autour de 3%. Pour quasiment un milieu d'année, c'est à peu près normal. Et puis je trouve surtout que le début d'année ne correspondait quand même pas, enfin sur les marchés, ne correspondait pas, malgré toutes les questions qu'on peut se poser, à un environnement macro qui est quand même plutôt bon. Et qui était très très bon en début d'année. Donc je crois qu'on s'est fait beaucoup peur sur les marchés, notamment en février, sur les questions de taux aux États-Unis, d'inflation, tout ça c'est un peu calmé. On a une macro qui tient très très bien, des résultats qui sont là, que ce soit aux États-Unis ou en Europe. Donc il me semble que effectivement cette séquence de hausse, elle est un peu difficile à expliquer sur des éléments très concrets, mais je pense qu'il faut la prendre dans un contexte un peu plus lointain, un peu plus long, pour se dire que on a quand même des fondamentaux sur les marchés qui sont plutôt bons en ce début d'année et qu'il n'y avait pas beaucoup de raisons pour qu'on ait des performances aussi décevantes. Et ça veut dire qu'il y a toujours ce petit parfum de ce qu'on a appelé le Goldilocks. Alors on en parlait tous les jours quasiment au long de l'année 2017, on en parlait encore un petit peu en début d'année, et puis ensuite on en a parlé pour dire tiens, c'est peut-être la fin de ce scénario idéal pour les marchés, scénario boucle d'or, où on avait suffisamment de croissance pour accepter une inflation qui restait malgré tout bénigne. Cette idée-là, finalement, elle a repris un petit peu le dessus, là, c'est ça ? Les choses, on va en reparler tout à l'heure, je pense, parce que les choses évoluent un petit peu. On a quand même quelques signaux de ralentissement assez limités, mais on a quand même quelques signaux de ralentissement. Donc on n'est peut-être plus dans un scénario aussi rose que ce qu'on pouvait avoir en début d'année. Mais effectivement, on est quand même dans un scénario global où il y a de la croissance et où l'inflation, et là je pense que les Goldilocks s'appliquent surtout aux États-Unis. On a de la croissance sans inflation salariale, ce qui est plutôt une très bonne chose pour la Réserve fédérale et pour les marchés en général. Ouais. Qu'est-ce qu'on ajoute à ce constat, Emmanuel Soupre et puis François Jubin, vos commentaires, réactions, ce parfum de Goldilocks là, qui plane toujours sur les marchés? Il y a une chose que l'on a parfaitement intégrée désormais, c'est l'idée que l'on ne va pas avoir une accélération de la croissance comme on a pu l'observer l'année dernière. Donc, ce qui a perturbé les marchés ces derniers temps, c'était de voir le dollar dégringoler. Et donc, ceci mettait à mal la profitabilité, notamment des entreprises européennes. En fait, avec le mouvement que l'on vient d'observer sur le dollar, on a l'impression tout de même d'une certaine accalmie. En un mois, on est repassé de 1,25$ pour 1 euro à alors moins de 1,19 en fin de semaine dernière. Et puis là, on retourne entre 1,19 et 1,20. Donc ça veut dire que on peut temporiser un peu là-dessus. Du côté des taux d'intérêt, on a vu qu'on n'était pas en train de flamber au-delà des 3%. Donc par conséquent, on a un certain nombre d'éléments économiques qui se mettent en place de façon à ce que ça ne modifie pas la trajectoire, je dirais, positive que l'on pouvait anticiper. Donc on a corrigé l'euphorie de début d'année et on n'est pas tombé dans le pessimisme et on revient à une certaine normalité par rapport à ce qui est constaté. Alors, on a un certain nombre aujourd'hui d'inquiétudes qui sont du domaine politique, et que ce soit politique notamment sur le plan international, et puis on a la montée du pétrole qui là peut effectivement perturber un peu les données que l'on a. Mais nous n'avons pas d'accélération économique. Donc, pas d'accélération économique, ça veut dire que le risque inflationniste qui aurait pu partir d'un seul coup si on avait eu des exigences sur le plan des salaires, ceci sort
de nos préoccupations. Donc ça justifie le fait que l'on ait des marchés qui soient revenus à peu près à cet étiage. Ça ne veut pas dire pour autant que l'on va progresser. On peut tout de même avoir plutôt une certaine pause, le temps de voir comment les entreprises s'ajustent dans ce nouveau contexte qui est celui d'une normalisation de la croissance et non pas d'une accélération de la croissance. François Jubin, est-ce que vous partagez l'analyse et puis, enfin, est-ce que la hausse récente des marchés européens, est-ce qu'elle est justifiée, est-ce qu'elle est appropriée ou est-ce que... J'aime bien la manière dont Emmanuel présente les choses. J'ai l'impression qu'on spin quand même à chaque fois, qu'on tourne les choses à chaque fois pour en tirer le meilleur. C'est-à-dire, la croissance ralentit, tant mieux, ça veut dire qu'il n'y aura pas d'excès d'inflation. Enfin, on part quand même du constat que la croissance ralentit. C'est pas une bonne nouvelle au départ. C'est pas une bonne nouvelle au départ, François. Mais là on regarde le côté du verre qui est plutôt plein, en se disant finalement les taux d'intérêt, le risque qu'on avait au début de l'année, il n'est plus là, puisque il y a plus de risque inflationniste. Bon, on va peut-être avec moins de croissance, il y a d'autres problèmes quand même qui peuvent se poser aussi. Il y a d'autres soucis. Alors, il y a une distinction quand même entre ce qui se passe en Europe et puis aux États-Unis, puisque en Europe, quand même, je rappelle que depuis un an, on n'a pas fait grand-chose. On n'a pas fait grand-chose. Je rappelle également qu'on a des niveaux de valorisation qui sont plutôt sympathiques, que la croissance des bénéfices est plutôt orientée à la hausse. Donc, on a quand même beaucoup de choses qui sont favorables en Europe. Je sais que c'est quelque chose qui a été extrêmement discuté, qui est un call qu'on parle beaucoup sur les antennes, sur les analyses diverses et variées. Néanmoins, moi je persiste à croire que l'Europe a sa carte à jouer dans ce schéma-là. Et donc vous n'êtes pas étonné d'avoir ces 7 semaines de hausse sur les actions européennes, avec une surperformance par rapport au marché américain en plus là? Alors, surperformance parce qu'au départ on avait quand même une sous-performance. Il faut vous rappeler quand même que les marchés américains ont rebondi très nettement avant les marchés européens. Et puis ça a été appuyé, dans la dernière jambe, ça a été appuyé par l'appréciation du dollar, qui a été, comme le soulignait Emmanuel, un élément qui a joué dans ce sens cette fois-ci. Là, par pur effet de marché, on va dire, effectivement. Parce que, effectivement, le dollar devenant plus cher, l'euro moins cher, c'est assez intéressant pour les entreprises. Petit tour de table justement sur le dollar avant de marquer une pause. Là, le rebond du dollar, qu'est-ce que vous en retirez? C'était juste une petite pause dans un grand mouvement de dépréciation de la devise américaine ou est-ce que ça peut être plus que ça, François? Alors, je ne veux pas dire qu'on voit le dollar, l'euro revenir sur les indices. Ça serait, c'est très difficile aujourd'hui de donner un pronostic. Néanmoins, ce que je vois, moi, c'est que l'ensemble des indicateurs que nous suivons pour évaluer ces éléments sur le dollar vont plutôt dans le sens de l'appréciation du dollar. Les taux d'intérêt, regardez les taux d'intérêt, on a quand même un écart de taux d'intérêt. Mais comme il y a 2 mois, 3 mois, 6 mois, plus. Encore plus. Alors, peut-être qu'on on attend peut-être une réaction de la BCE, sur fin 2018-2019, et c'est peut-être que ça qui empêche les cambistes de valoriser davantage le dollar. Peut-être que c'est ça l'explication. Mais il y a également un élément fondamental, c'est America First. Ce que Donald Trump essaie de mettre en place depuis son arrivée dans le rééquilibrage des flux commerciaux va à un moment donné peut-être avoir une influence sur la balance courante américaine et finalement c'était ça qui nous tirera encore vers le bas et peut-être que là on aura peut-être des bonnes nouvelles. Sur le dollar, David, je parle du rebond du dollar qui est venu interrompre la grande tendance baissière du dollar qu'on avait depuis un an et demi. Oui, je pense que par rapport à ce qui a été dit, je suis tout à fait d'accord sur les anticipations de taux, c'est-à-dire que globalement quand même les mouvements de taux à venir devraient plutôt, et on l'a vu récemment, devraient plutôt jouer en faveur du dollar. La difficulté sur la devise américaine, je trouve aujourd'hui, c'est la question politique qui est importante et ça a été évoqué sur la volonté de Donald Trump de rééquilibrer les comptes extérieurs et on va dire au global d'avoir une approche relativement protectionniste. Bon, la grande question c'est est-ce qu'il va y arriver et qu'est-ce qu'il veut faire vraiment? Je trouve que c'est très difficile de prendre un pari là-dessus. Mais par contre, c'est vrai que sur la parité euro-dollar, pour être très franc, moi depuis le début de l'année, j'étais très sceptique sur la poursuite du mouvement de dépréciation du dollar, notamment pour cet élément de taux. C'est un élément qui me semble quand même soutenir, parce que quand on parle de hausse de taux, force de rappel. Voilà, quand on parle de hausse de taux, ça concerne surtout les États-Unis. Alors ça diffuse un petit peu sur les taux longs, mais c'est quand même une question qui est une question américaine, donc ça joue pour le dollar. Mais à côté de ça, je trouve que le point d'interrogation et les incertitudes que fait peser Donald Trump sur l'avenir de l'économie américaine
américaine, et ça dépasse les questions commerciales. Bon, je trouve que c'est quelque chose qui peut peser quand même sur la devise américaine, donc, et dans le sens de l'affaiblir. Donc là-dessus, moi, je trouve que c'est compliqué de prendre un pari très fort sur la devise américaine. L'écart de taux entre les États-Unis et l'Europe, qu'on peut mesurer entre l'écart de taux, par exemple, je sais pas, le 10 ans américain 3%, de 99, le 10 ans allemand 60 points de base, donc oui, 240 points de base d'écart de taux en faveur des États-Unis, et ça, c'est un argument haussier-dollar. Alors. Qui a peut-être s'est enfin matérialisé depuis un mois, puisqu'on a assisté à ce rebond du dollar. Emmanuel, un mot. Mon propos, c'est de dire que depuis l'élection de Trump, on a appris à vivre avec Trump. Au départ, on a considéré que c'était... on ne s'attendait pas du tout à ce que Trump soit le président des États-Unis. Donc ça a été un point d'incertitude important. Ensuite, on s'est aperçu de son côté, je vais dire d'abord fantasque, donc des déclarations à l'emporte-pièce, Twitter, etc., etc. Ce dont on s'aperçoit, c'est que par rapport à ce qu'il a annoncé dans son programme avant l'élection présidentielle et ce qu'il réalise aujourd'hui, il y a très très peu d'écart. On l'a eu sur l'Obamacare, qui n'est pas passé comme il le voulait, mais il a réussi tout de même à modifier à la marge un certain nombre de choses. Mais en tout cas, tout ce qu'il a annoncé, pour l'instant, il le déroule dans une forme qui est inédite et que l'on n'a jamais vue sur le plan international, mais en tout cas, il le déroule. Donc, d'une certaine façon, quelle que soit l'appréciation que l'on porte sur l'homme, on doit constater que nous regagnons une forme de visibilité sur les marchés, puisqu'on s'aperçoit que jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, il déroule son programme et avec énormément de détermination. J'y vois aussi une illustration au travers de la manière dont il gère son staff. Ouais. On s'est dit, c'est pas possible, ce type-là, il est en train de virer à qui mieux mieux ceux qui sont ou opposés ou ceux qui viennent poser un point d'interrogation. D'une certaine façon, on peut considérer que lui, c'est exactement là où il veut aller. Et chaque fois qu'il y a une opposition, même marginale, à ce qu'il peut vouloir faire, hop, il essaye de modifier son staff de façon à retrouver des gens qui soient capables de l'accompagner. Alors, est-ce que pour autant c'est bien? C'est une autre question. Mais en tout cas, d'une certaine façon, sur le plan de la gestion de l'économie américaine, que ce soit sur le plan intérieur comme sur le plan extérieur, on a aujourd'hui une forme de lisibilité qui permet d'assister les gérants dans leur capacité à gérer l'incertitude et le manque de visibilité. On marque une pause, messieurs, vous restez avec nous, évidemment, on est ensemble jusqu'à 18h. On va vivre la fin de séance en Europe. Le CAC revenu quasiment à l'équilibre, 5538 points actuellement. BFM Business, Intégral Bourse, jusqu'à 18h, le Club de la Bourse. Club de la Bourse avec nos invités, donc jusqu'à 18h. On a parlé un peu de Donald Trump, le rebond du dollar, les marchés européens qui tiennent bien et qui ont aligné 7 semaines de hausse consécutive. À propos d'Europe, disons un mot de l'Italie. Je répète effectivement à l'envi que le marché ne stresse pas sur l'Italie, que le scénario, ce qu'on présentait comme le scénario du pire il y a quelques semaines, quelques mois à peine, au lendemain des élections législatives en Italie, ce scénario du pire est en train de se matérialiser sans que ça heurte absolument les marchés, les actifs italiens en premier lieu. Est-ce que c'est vrai déjà ou pas, David? Ou est-ce que quand vous allez fouiller un peu dans les mouvements de marché, est-ce qu'il y a eu quand même quelques arbitrages moins favorables à l'Italie ces derniers temps? Au global, pour le moment, c'est assez calme, je veux dire. Mais effectivement, c'est quand même quelque chose de très bizarroïde à appréhender, parce qu'on a une alliance de la carpe et du lapin. Donc, qu'est-ce que ça va donner? Je pense que c'est quand même une grande question. Il me semble quand même que par rapport aux craintes qu'on pouvait avoir il y a 1 an ou 2 ans, les scénarios du pire sont plutôt exclus, c'est-à-dire qu'après l'élection française, après ce qui s'est passé dans un certain nombre de pays, on va dire que les velléités de certains partis italiens de prendre leur distance vis-à-vis de l'Europe se sont quand même bien calmées. Donc je pense que c'était ça quand même un des risques majeurs qui aurait pu avoir des effets très forts sur les marchés aujourd'hui.
Bon, donc je pense que les risques majeurs sont plutôt écartés. Maintenant, c'est Qu'est-ce vrai qui serait de nature à effrayer les marchés là sur l'Italie aujourd'hui? Enfin, qu'est-ce qui rassure et qu'est-ce qui serait de nature demain à effrayer vraiment? ce qui est pas rassurant, c'est que beaucoup des réformes qui étaient envisagées il y a quelques temps vont passer à la trappe et qu'on va plutôt vers des mesures qui vont se traduire par un accroissement des déficits publics. Donc ça, je dirais en termes de relations avec l'Union européenne et pour l'ensemble de la zone euro, c'est pas une très très bonne nouvelle. Au global, c'est quand même pas une bonne nouvelle, hein, ce qui se passe en Italie. Maintenant, est-ce que c'est un drame? Je pense. Enfin, aujourd'hui, ça me paraît trop tôt pour dire que ce soit un drame. Il n'y a pas de perspective à court terme avec des échéances et des décisions potentielles qui sont susceptibles de mettre le feu à l'Europe, quoi, il me semble. Emmanuel Soupre, est-ce que vous comprenez et comment que le marché ne sanctionne pas négativement plus que cela l'Italie aujourd'hui sur ce scénario, alors que juste à l'instant, le M5S réclame quelques jours supplémentaires pour former un gouvernement. On voit déjà que c'est pas si facile que ça. Ce qui me paraît important, c'est de faire la distinction entre la macroéconomie italienne et l'environnement politique, hein, et puis la microéconomie italienne. Ce dont nous nous apercevons, c'est tout de même qu'il y a une microéconomie italienne qui performe bien et qui a redressé ses cours, redressé ses comptes de manière assez importante. Tout n'est pas terminé, mais en tout cas, il y a eu un chemin parcouru absolument remarquable. Donc d'une certaine façon, nous, en tant qu'hommes et femmes de marché, on s'aperçoit qu'on est capable de tenir compte d'une situation politique qui reste supportable, il faut prendre ce terme-là, au regard de performances économiques qui sont tout de même appréciables. Honorables. Et honorables. Donc, la performance du marché italien, depuis le début de l'année, les 11% ou 12%, ne me surprennent pas. Ça me paraît être un petit peu rapide, mais ça me c'est pas tant qu'on se fiche de la politique, mais c'est surtout qu'on apprécie favorablement les performances économiques du pays. Dans la balance, la microéconomie pèse aujourd'hui plus lourd que la macroéconomie. Il est évident que si l'on avait, comme le dit David, un dérapage important sur les finances publiques, on retrouverait les vieux démons qui ont fait que l'Italie peut poser problème. Mais pour l'instant, on n'est pas encore dans ce schéma-là. Et on sait de toute façon, alors, on va avoir quelque chose de tout à fait insolite sur le plan gouvernemental, difficilement gérable, donc on n'est pas à l'abri de nouvelles crises, il ne faut pas se faire d'illusions. Et on a l'habitude avec l'Italie d'avoir des crises à répétition. Donc si à chaque fois que l'on a une crise politique, on a le cœur qui s'affole, ben, on serait faut faire un autre métier. Mort, quoi. Voilà. Vous arrivez en troisième sur le sujet italien, François Laplace, c'est pas facile, et la question non plus. Mais du coup, avec tout ce que j'ai entendu là, est-ce qu'il faut, même plutôt que de se poser la question de s'écarter un peu de l'Italie, est-ce qu'il faut pas racheter encore de l'Italie? C'est la meilleure bourse européenne depuis le début de l'année, le marché italien là. Oui, il y avait un effet rattrapage. Ouais. Il y avait un effet rattrapage, donc de là à poursuivre le mouvement. D'accord, point pronom faux non plus. Voilà, sur la bourse. Bon. Sur les taux d'intérêt, je voudrais juste faire un petit clin d'œil. Bien sûr. En fait, on est aujourd'hui sur du 10 ans autour de 1,80. Ouais. 1,90 je crois, hein, ça a monté un petit peu sur le 10 ans italien. 1,85, Oui. voilà. Et en fait, on a le sentiment que depuis quelques semaines, tout ça ne bouge pas. Mais en réalité, je regardais plus précisément le panorama des taux d'intérêt en Europe et on s'aperçoit que finalement, en termes de taux d'intérêt, l'Italie est repassée au-dessus du Portugal. Ouais. Oui. Hein, donc on voit bien que quand même, et que de l'Espagne, mais là déjà ça fait un certain moment. Donc dans la hiérarchie, ils ont quand même été dégradés. Hein. Ils ont été finalement dégradés, mine de rien. Mine de rien. Voilà. Et donc bon, quelque part, ça doit refléter finalement ce risque qui nous semble aujourd'hui qu'on ne voit pas. Voilà. Et donc voilà. Alors pourquoi ça bouge pas, pourquoi ça décale pas plus que ça? Parce qu'effectivement, quand on regarde les programmes, on devrait fuir, on devrait avoir peur. C'est les programmes de dépenses, enfin moins de recettes parce qu'on veut baisser impôt unique 15% pour tous les Italiens, 20% pour les plus riches, remettre en cause la réforme des retraites qui avait été mise en place par Renzi, et puis la grande mesure défendue par le M5S, c'est le revenu universel pour les plus pauvres, autour de 800 €, quelque chose comme ça de mémoire. Donc c'est quand même, c'est ce que disait David tout à l'heure, c'est beaucoup d'argent dépensé en plus. La dépense des retraites publiques, c'est 15% du PIB. C'est quand même extraordinaire. Est-ce que le marché ne se dit pas,
de toute façon, Bruxelles ne laissera pas faire. On retombe pas un peu dans ce schéma classique de gouvernement anti-système, ok, maintenant, demain, vous serez aux affaires et vous allez rentrer dans le rang, je le dis un peu brutalement, hein, mais vous allez rentrer dans le rang européen sous la houlette du président Mattarella qui déjà dit il y a une règle d'or, on la respectera. Je pense que c'est ça. Je pense qu'aujourd'hui, c'est Mattarella qui maintient finalement l'équilibre. Ouais. Parce que dans la Constitution, il y a une règle d'or où on doit faire des budgets équilibrés et il a annoncé qu'il serait vigilant au choix des ministres. Donc je pense qu'il a vraiment à cœur d'utiliser tous les outils qui sont à sa disposition pour maintenir l'Italie dans l'Europe. Quelques instants encore pour clore ce sujet européen, puis on va clore la session du jour. Mais quand on reprend toute la séquence, notamment discours de Macron à Aix-la-Chapelle la semaine dernière, les premières mises en marche, on va dire, du gouvernement en Allemagne plus l'Italie, on a encore un peu d'espoir d'un approfondissement de l'édifice européen. Il y a un sommet au mois de juin. Enfin, je veux dire, on parle pas dans 5 ou 10 ans. Ou est-ce que non, ces espoirs-là se sont complètement évaporés dans le marché? Et est-ce que c'est un problème ou pas pour les investisseurs, David? C'est compliqué effectivement, mais je pense qu'il y a un élément quand même qui joue, on va dire un élément un peu paradoxal, c'est quand même l'évolution des États-Unis sous la volonté de Trump. Je pense qu'il n'y a pas trop le choix pour l'Europe, parce que ça va plutôt dans le sens d'un renforcement des liens intra-européens, parce qu'on voit bien que les États-Unis sont en train de se retirer de beaucoup de choses. Et pour vous, c'est une contrainte extérieure qui va suffire à faire que France, Allemagne, Italie, tout le monde va se tenir par la main? Avec l'Italie, ça va être compliqué, mais je pense que c'est quand même un élément qui joue, c'est un élément extérieur qui devrait quand même jouer plutôt en faveur d'un rapprochement et d'un renforcement de la construction européenne. Il y a encore quelque chose à attendre de ce point de vue-là ou pas, Emmanuel? Point de vue de l'approfondissement de la construction européenne, c'est un des grands enjeux. On peut le souhaiter, bien entendu. D'accord. C'est totalement souhaitable. Mais ce qui me paraît important, c'est que quand on regarde l'Europe, nous ne regardons pas l'Europe comme un tout sur le plan économique, une entité complète, mais nous la regardons comme étant une association de différentes compétences qui ont un caractère, entre guillemets, régional. Si je prends par exemple la France, on va dire le luxe, le pétrole. Si on prend l'Allemagne, on va prendre les banques. Si on prend l'Italie, on va prendre des histoires un peu différentes, etc. Et ce patchwork que nous avons microéconomique européen suffit tout de même à nous permettre de trouver des thèmes d'investissement qui sont cohérents, parce que on a l'ensemble des palettes d'activités disponibles sous les yeux, et nous avons l'ensemble des réussites et des échecs sous les yeux là aussi. Et donc par conséquent, même si l'Europe politique est en marche et de manière assez lente, il n'empêche que nous avons de toute façon une satisfaction sur le plan microéconomique, et on a aussi la perspective de voir un rattrapage par rapport aux États-Unis, c'est exactement ce que nous disions tous les trois, de façon à ce qu'un jour ou l'autre, on puisse espérer que l'on puisse compenser le gap entre l'économie américaine, qui est un tout bien constitué, et l'Europe. Bon, qu'on complète demain ou non l'union bancaire, finalement, c'est pas la préoccupation immédiate des investisseurs. Enfin, c'est un sujet de long terme, évidemment. C'est une préoccupation si ça pèse en termes de profitabilité. Oui, c'est ça. Voilà. Il y aura un aspect positif et puis un aspect négatif. Marque une pause, fin de séance à suivre sur les marchés européens. Et le CAC 40 qui est revenu à l'équilibre. Alors, on verra si on arrive à accrocher une petite hausse. Le CAC 40 qui revient à 5541 points actuellement en attendant la clôture définitive. Fin de séance sur les marchés européens. Nos trois invités sont avec nous en plateau jusqu'à 18h. Et puis on va accueillir Michael Jacobi, responsable du trading pour l'Europe continentale chez Oddo BHF. Michael, rebonjour. Quel bilan est-ce que vous faites de cette séance assez neutre en termes de performance quand on regarde les grands indices européens? Oui, on est parfaitement à l'équilibre, effectivement, à plus-moins 0%, avec un petit volume traité de 1,8 milliard traité sur Euronext CAC 40. Alors effectivement, il y a des petits arbitrages à la hausse, à la baisse. Alors à la hausse, on a quelques défensives telles que Sanofi qui bénéficient effectivement des communications aux États-Unis sur le pricing des médicaments. Donc, un peu on va dire d'intérêt et d'appétit à l'achat, notamment sur notre pharma française Sanofi. Et à la baisse, on a, on va dire, des craintes sur
le management et la suite managériale auprès du groupe Airbus, qui baisse aujourd'hui de plus de 2% et demi. Effectivement, l'annonce aujourd'hui que le directeur financier quittera le groupe en 2019, en début de l'année, en parallèle avec Thomas Enders, le PDG. Donc un peu de flottement managérial qui incite quelques investisseurs à prendre leur distance avec leur sujet, le dossier Airbus. Et par ailleurs, on a quelques arbitrages très légers, sous fond assez légers également de nouvelles. Merci beaucoup, Mickaël. Mickaël Jacobi avec nous pour commenter cette fin de séance, responsable du trading pour l'Europe continentale chez Oddo BHF. Tiens, un petit commentaire, si sur Airbus, en complément, Emmanuel Soupe, peut-être, directeur de la gestion action d'ABN AMRO Investment Solutions. Alors, on parle de la question managériale. Il y a l'Iran aussi. Airbus est exposé à une commande de 15-20 milliards, je crois, pour Iran Air. Il y a la question du défi industriel. Qu'est-ce qui guide aujourd'hui? C'est quoi le driver du titre Airbus aujourd'hui, qui gagne encore, je sais pas, 10, 15 depuis le début de l'année, après un parcours spectaculaire déjà. Un rappel, tout de même, le titre Airbus a remarquablement bien performé en 5 ans. Oui. Il a fait 150% coupon inclus, dividende inclus, 150% de progression, quand le CAC faisait 54. Ouais. Donc, on a tout de même quelque chose d'assez sympathique, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais le réveil, il tient surtout depuis la mi-2016. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que l'on a eu plusieurs conjonctions qui étaient favorables. D'abord, tout le monde avait pris en compte l'idée que la 380 est en difficulté. Donc, d'une certaine façon, on a fait des write-off, mais en tout cas, on l'avait pris en compte. Là où a été la bonne surprise, c'est du côté du 350, et puis sur les perspectives concernant les gammes 318, 319, 320, 321. Et puis, récemment, l'idée que l'on puisse utiliser ces petits avions monocouloirs pour en faire des grands avions en termes de trajet et long range. Il est clair et net que l'aspect managérial peut créer du trouble pour les investisseurs et amener à des prises de profit après une telle séquence de hausse. Ouais, okay. Ça, c'est possible. Alors, il y a des déclarations de la part d'Airbus pour dire que rien n'est changé dans le management. Mais néanmoins, on ne sait pas exactement qui va reprendre les rênes. En termes de top management, il y a tout de même 3 ou 4 personnes qui sont parties, qui sont les personnes clés, le président, le directeur financier, le directeur commercial. Ça commence à faire pas mal. Ouais. Plus Fabrice Brégier, bon, ça fait 4. Ouais, ouais. Donc, il va falloir suivre ça avec beaucoup d'attention. Néanmoins, tout le monde sait qu'en toile de fond, le trafic aérien mondial est en forte progression. On est revenu sur des rythmes d'environ 5 à 6%. Donc mégatrend, vous dites, ça c'est une force de rappel. Alors c'est vrai qu'on a toutes ces tensions vis-à-vis de l'Iran, etc. Mais ça impacte aussi Boeing, juste au passage. Oui. Donc tout le monde est concerné par l'histoire. Mais moi je pense que c'est simplement pour l'instant une prise de bénéfice après une spectaculaire progression depuis environ 1 an et demi, 2 ans. Airbus qui termine comme plus forte baisse du jour, moins 2,4%. Alors devant le secteur des télécoms, un peu sous pression, on voit Orange notamment qui recule d'un peu plus de 1% cet après-midi. Bouygues qui est en baisse d'un peu plus de 1%. Et puis à l'inverse, on a acheté du Sanofi. C'est vrai que le discours de Donald Trump sur la limitation du prix des médicaments vendredi aux États-Unis était peut-être un peu moins agressif que prévu. Donc plutôt bon pour les marges des entreprises du secteur. Sanofi plus 1% ce soir. On avait de la tech également bien orientée. ST Micro gagne 0,8%. Et puis ArcelorMittal qui publiait la semaine dernière ses résultats, qui surfe encore sur ces bonnes nouvelles. Le titre ArcelorMittal gagne 0,8%. Le pétrole, on va en parler dans un instant, en hausse. On a franchi à nouveau les $78 pour le baril de Brent. Le pétrole de la mer du Nord, on gagne 1% ce soir. Et puis le dollar qui a stoppé son mouvement de rebond, entamé il y a un peu plus d'un mois. Et déjà la fin de semaine dernière avait vu le dollar rebaisser un petit peu et l'euro-dollar qui remonte en direction de 1,20, 1,1970 pour 1 euro. Le CAC à l'arrivée ce soir à l'équilibre, moins 0,02% en clôture définitive à 5540 points. BFM Business, Intégral Bourse. On refait la séance. On refait la séance avec nos invités en plateau, Emmanuel Soupe, ABN AMRO Investment Solutions, François Jubin, le président de Wise AM, et David Ganodi, le gérant de Fidelity Patrimoine chez Fidelity. Le pétrole, est-ce qu'il vient bouleverser le jeu et les scénarios de 2018 ? Alors le pétrole qui monte, ça on commence à avoir l'habitude, parce que le point bas a été touché début 2016 autour de $30, un petit peu en dessous. On est à $78 désormais sur le Brent. Est-ce qu'on arrive à des niveaux là qui commencent à soulever un certain nombre
nombre d'interrogations, voire d'inquiétudes pour la croissance, évidemment. David. C'est un risque. Je dirais qu'au niveau actuel, en gros, on a gagné à peu près 50% depuis, on va dire, l'étiage de l'an dernier. On est encore, quand on regarde sur longue période, on est encore sur des niveaux qui sont pas ennuyeux, mais la rapidité du mouvement et puis les niveaux qu'on commence à atteindre, effectivement, je crois qu'aujourd'hui, ça remet pas en cause le scénario global macroéconomique qui est plutôt sympathique pour le moment, mais c'est à mon sens l'élément numéro 1 et le risque numéro 1 à regarder aujourd'hui, parce que... Risque quoi? Pour la croissance ou pour l'inflation? Parce qu'on peut penser à inflation aussi, prix du pétrole qui monte, c'est l'inflation en plus qui arrive. Oui, mais je pense que, en apparence, mais je pense que on voit bien depuis une quinzaine d'années qu'en fait les flambées du pétrole se traduisent effectivement par une poussée d'inflation à court terme, mais surtout par un ralentissement des économies. Ce qui a fait beaucoup des cycles économiques au cours des 15 dernières années, c'est vraiment les chocs sur le pétrole. Hein. Donc dans un premier temps, effectivement, ça fait monter, on va dire artificiellement, l'inflation uniquement sur la hausse du pétrole, mais l'effet négatif, il est surtout sur la croissance. Donc à mon sens, je pense que le risque pétrole, c'est plutôt un risque sur la croissance à court terme, même si effectivement ça peut avoir des effets sur l'inflation, mais les banques centrales sont pas dupes vis-à-vis de ça, elles communiquent très bien. Donc, si ça a une implication pour les politiques monétaires et pour les banques centrales, c'est plutôt sur l'aspect croissance que ça va jouer que sur l'aspect inflation, dans la fonction de réaction des banques centrales. Pour les marchés, je pense que c'est plutôt une question sur la croissance. Hein. Alors pour le moment, les niveaux actuels, c'est plutôt bon pour le secteur pétrolier, puis il y a quand même des effets positifs aussi. Hein. Mais au global, pour les économies, on va dire, consommatrices de pétrole, hein, donc en gros les économies développées, c'est quand même un petit souci, notamment pour l'Europe. Hein, à commencer par la zone euro. Voilà. Donc ça, c'est un premier point. Et deuxième point, c'est quand même qu'on a aujourd'hui un environnement international qui est quand même particulièrement troublé. C'est-à-dire que les problématiques d'affrontement, on va dire, au Moyen-Orient vis-à-vis de la Russie, les questions sur la Libye aussi. Enfin, il y a beaucoup de questions sur un certain nombre de pays producteurs de pétrole. Alors, je dirais pas que c'est imminent, mais on a potentiellement quand même des soucis sur le pétrole. Donc, pour moi, c'est un élément à surveiller de très près. Et puis la question de l'Iran qu'on a évoquée. Bien sûr, la question iranienne qui a largement participé à la dernière vague de hausse des cours du pétrole. Exactement. François Jubin sur le pétrole déjà. Alors, toute chose égale par ailleurs, est-ce que vous dites on est quand même sur des niveaux où, je sais pas, il y a des forces de rappel qui se mettent en place en termes de production notamment, et donc c'est compliqué d'imaginer avec beaucoup de certitude qu'on aille vraiment bien au-delà, ou est-ce que non, tout est ouvert, et est-ce que c'est un black swan? Non, parce qu'il y a aussi des aspects positifs, mais c'est quand même un gravier dans le scénario 2018, là, un caillou dans la chaussure. Oui. Ça dépend pour qui. Ça dépend pour qui, puisqu'on sait très bien calculer les gagnants, les perdants, l'Europe perdante, certains pays d'Asie perdants, et puis l'Europe de l'Est, la Russie gagnante, et les États-Unis peut-être gagnant. Un peu des deux, c'est ça, un peu gagnant aussi peut-être. Oui, parce que depuis 2008 où on avait eu ce choc du pétrole au-dessus de $100, après on a connu des investissements colossaux sur le gaz de schiste, et aujourd'hui on voit que les stocks commencent à descendre, et que le nombre de puits qui sont ouverts aujourd'hui, la production est en train d'augmenter. Donc je crois qu'on avait un chiffre en tête, c'était de dire que finalement, à $80, il y a peu de chances que le pétrole augmente. Pourquoi? Parce que la production sera suffisamment réactive pour pouvoir accompagner éventuellement une demande, et cela devrait permettre de calmer les anticipations sur les hausses du pétrole. Donc voilà, l'idée c'est finalement il y a un plafond, plafond autour de $80. C'est en plus le prix que souhaite l'Arabie Saoudite pour l'introduction en bourse d'Aramco. Ils le disent quasiment officiellement aujourd'hui. Hein. Il y a assez peu de retenue désormais par rapport à ça. Juste au passage, François Jubin, et puis réaction autour de la table, puisqu'on parle de pétrole, de risque sur la croissance. La Banque de France qui nous livre sa première estimation de croissance pour le deuxième trimestre. Alors je vous rappelle juste la séquence. Hein. On sort plus 0,7% de croissance en France au T4 2017, qui reste pour l'instant notre meilleur trimestre. Plus 0,3% publié en première estimation pour le premier trimestre. Et là, la prévision de la Banque de France nous dit plus 0,3% également pour le deuxième trimestre. Dans le contexte actuel, on vient d'en parler largement, est-ce que c'est un bon chiffre ou est-ce que c'est un chiffre décevant pour les marchés, pour les investisseurs ? Je pense que c'est un chiffre qui est décevant, parce qu'on envisageait les 2% en annualisé.
on n'y est pas. Donc on peut dire que c'est décevant, mais il y a des facteurs conjoncturels. On avait eu une forte accélération au préalable, et donc derrière qu'on ait un léger tassement sur la croissance ne doit pas être non plus inquiétant. Ouais. Bon ou mauvais chiffre, David Cannody? C'est plutôt en ligne avec ce qu'on voit sur les indicateurs avancés, c'est-à-dire qu'on a bien vu quand même depuis le début de l'année que ça a reculé assez sensiblement. Comme ça a été dit, effectivement, on venait de très haut, 0,7 au T4, c'est pas tous les jours qu'on fait ça. On revient un petit peu sur des chiffres un peu plus normaux. Je pense que ce qui a beaucoup joué quand même dans ce tassement, on va dire, de la croissance qui se produit actuellement en Europe, c'est pas qu'en France, c'est partout en Europe, c'est quand même la hausse de l'euro l'an passé. Ça joue avec retard, et la bonne nouvelle, c'est que ça s'est calmé depuis le début de l'année. Mais on paye là, en ce début d'année, je pense quand même, un mouvement qui a été très violent l'an passé et qui a quand même toujours un effet non négligeable sur les économies européennes. À côté de ça, je vois pas d'éléments quand même objectifs de choc négatif sur l'Europe qui amènerait à penser que ce tassement de la croissance va se transformer en retournement ou en stagnation. Non, on a une. C'est pas le toboggan, quoi. Non, voilà, je pense que c'est plutôt un tassement, et on voit pas trop d'éléments, notamment si l'euro confirme sa stabilisation face au dollar, on voit pas trop d'éléments susceptibles de remettre en cause la reprise européenne, je pense. Emmanuel, il y a un autre là-dessus point que notre chef économiste a mis en valeur, c'est l'idée selon laquelle actuellement il y a un certain nombre de pays qui commencent à avoir des difficultés à recruter. Donc d'une certaine façon, c'est plutôt un amortisseur à la capacité à voir la croissance s'épanouir ou se développer. Donc 0,3, ça surprend par rapport au 0,7. Je partage exactement l'opinion de François et de David. Pour autant, il faut remettre ça un peu dans une perspective de plus de moyen terme. Donc ce que je retiens comme idée, c'est que nous arrivons à peu près au rythme de la croissance potentielle. C'est-à-dire, grosso modo, les 2%, ils sont atteints. Bon. Et ceci est compatible avec un taux de chômage qui est aux alentours de 9%, c'est ce que l'on a. Donc, normalement, on ne devrait pas décélérer par rapport à ces... décélérer sur le plan de la croissance et voir une augmentation du taux de chômage. Donc, il ne faut pas considérer ça comme étant une alerte sérieuse. Et ceci a été traduit par les surprises économiques qui... ne sont pas aussi surprenantes qu'on ne pouvait le craindre. C'est ça, des surprises qui deviennent plutôt négatives désormais ce sont des surprises par rapport à ce qu'on a connu l'an passé. Ce sont des surprises qui sont prononcées, mais qui sont l'exact miroir de ce qu'on a connu en 2017. De ce que l'on a connu depuis 2016. Exactement. Depuis 2016. On marque une pause, vous restez avec nous. Je vous rappelle la clôture du CAC ce soir, des autres indices européens, sans grande tendance. Tiens, petite exception quand même. Le marché portugais qui gagne 1,4%, alors que le groupe chinois Trois Gorges espère bien rafler la mise en rachetant la totalité de EDP. C'est comme si EDF était racheté par un groupe chinois. EDP, c'est le groupe, l'énergéticien national portugais, la plus grosse entreprise du pays au passage. Le titre EDP d'ailleurs, qui a porté la bourse de Lisbonne ce soir, il faut quand même le noter, avec une hausse de plus de 9%. Donc Lisbonne qui se distingue, mais pour le reste, ce sont des performances assez neutres pour les indices européens. Le CAC notamment qui reste autour de l'équilibre, 5540 points sans avoir marqué de nouveaux sommets annuels. BFM Business, Intégral Bourse, jusqu'à 18h, le Club de la Bourse. Quelques minutes encore en compagnie de nos invités ce soir. David Cannody, gérant du fonds Fidelity Patrimoine chez Fidelity, François Jubin, président de Wise AM, et Emmanuel Soupre, directeur de la gestion action d'ABN AMRO Investment Solutions. Je voulais qu'on dise un mot de la Chine. Alors demain, le vice-premier ministre chinois qui est en déplacement à Washington sur les questions de négociations commerciales. Mais justement, je parlais du Portugal juste avant la pause. Enfin, on imagine en France un groupe chinois, le groupe chinois Trois Gorges, du nom du barrage des Trois Gorges qui a été bâti en Chine, groupe public chinois, qui veut racheter 100% de EDP, donc l'EDF local. Enfin, on imagine le débat et la polémique que ça impliquerait en France si jamais on était dans cette situation. Réaction du Premier ministre portugais, je rappelle, qui est socialiste, Antonio Costa. Les Chinois sont de bons investisseurs, laissons-les faire, laissons le marché fonctionner. Emmanuel Soupre. Ça serait un séisme chez nous, parce que évidemment ça rentrerait dans le giron des questions. Ce serait même pas possible qu'on écrive une information comme ça. Oui, en tout cas,
il y aurait une réflexion de ce type-là de la part des membres du gouvernement, ça vaudrait polémique derrière et réaction instantanée. Ça montre aussi un certain pragmatisme et un certain réalisme de la part des Portugais. C'est une petite économie, mais qui a fait preuve d'une capacité absolument remarquable à pouvoir corriger ses difficultés et se redresser avec la performance, pas simplement la performance d'aujourd'hui, mais une performance absolument remarquable. On parlait tout à l'heure des taux d'intérêt. Le niveau des taux d'intérêt portugais est aujourd'hui bas et donne... Plus bas que l'Italie, hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ouais. Et donc la hiérarchie du risque, tel que l'exprimait François fort justement, est quelque chose qui en est le révélateur. Alors, est-ce que pour autant... Est-ce qu'ils ont raison pour autant de laisser partir ODP aux Chinois? Alors, on verra, hein, c'est pas fait hein, pour l'instant. On est dans un processus d'offre, voilà. Mais est-ce que pour autant il faut laisser le DF national aux Chinois Je ne sais pas, tout dépend de l'attitude qu'auront les Chinois derrière. Les Chinois ont aussi la volonté de vouloir prendre pied dans des entreprises dont ils estiment que les potentiels à moyen long terme sont tout à fait cohérents. Et de mémoire, EDP est le premier énergéticien européen en termes de pourcentage d'électricité renouvelable. Ouais. Renouvelable. Ouais. Donc ça veut première entreprise du pays, hein, quand même. Première entreprise du pays et le gouvernement qui, à ce stade, dit je n'ai aucun problème si les Chinois demain achètent EDP. C'est pas fait pour autant. Réaction si vous le souhaitez. Puis, enfin, un mot de la Chine, des relations commerciales avec les États-Unis. Enfin, où est-ce qu'on en est? Le dossier ZTE là qui s'invite visiblement dans la négociation commerciale. Qu'est-ce que vous retenez des derniers développements et comment l'histoire continue de s'écrire devant nous? François, je pense que Trump a voulu envoyer un message clair aux Chinois sur le fait qu'il était capable d'exercer une pression sur les Chinois. Et je pense que c'est ça le. Et c'est ZTE qui en a fait les frais, vous dites, d'une certaine manière? C'est ZTE qui en a fait les frais, effectivement, bien sûr. Donc là, aujourd'hui, on apprend qu'il va lâcher la pression, mais on sent bien que, en tout cas, dans cette expression, je ne sais pas quelles sont les contreparties qui sont derrière, mais l'objectif, en tout cas, perçu de Trump, c'est vraiment de rééquilibrer les enjeux commerciaux chinois américains et il souhaite notamment sur la partie technologique avoir un accès au marché chinois. David, est-ce que c'est un sujet toujours, le sujet commercial en général, Chine-États-Unis notamment, mais c'est toujours un sujet auquel les investisseurs restent hypersensibles, ultra-sensibles, ou est-ce que non, là aussi, on a appris la méthode de négociation et puis on voit que ça discute? Est-ce que du coup le marché est un peu moins réactif à ce genre de nouvelles? Je pense qu'il y a quand même des questions de moyen terme, mais qui sont plutôt des questions de moyen terme. Ouais. Sur le très court terme, je pense qu'on s'habitue plutôt à la méthode de M. Trump, qui est un peu, on va dire, non conventionnelle, avec de grandes annonces, 2 pas en avant et puis 2 pas en arrière ou 1 pas en arrière. Donc je pense que pour le moment, enfin, on l'a vu sur l'acier, etc. Donc il perd un petit peu en crédibilité quand même, objectivement, même s'il frappe de grands coups à certains moments, ensuite il revient. Donc... Ouais, sa parole est un peu moins... Voilà. Donc je pense que les marchés, il me semble, sont plutôt en train d'intégrer cette dimension-là dans sa gestion de la politique étrangère commerciale. Mais après, il y a quand même des vraies questions sur le moyen terme. Mais je pense que dans le très court terme, on n'aura pas de réponse, pas d'éléments très tranchés, quoi. On suivra à partir de demain la visite à Washington du vice-premier ministre chinois Liu He, l'homme qui a la main mise sur les questions économiques et financières aujourd'hui en Chine et qui vient donc, lui, désormais, discuter aux États-Unis. Hein, c'était la semaine dernière où il y a 10 jours, la délégation américaine emmenée par Mnuchin à Pékin qui faisait le trajet inverse pendant 48 heures, revenu sans rien d'ailleurs, hein, mais voilà, on voit que ça discute entre la Chine et les États-Unis au plus haut niveau et c'est toujours ça de rassurant pour les marchés, les investisseurs. Wall Street bien orienté en cours de séance, on gagne 0,4-0,5% sur les indices américains et le CAC à Paris qui termine à l'équilibre, performance neutre aujourd'hui pour les marchés européens, le CAC à 5540 points. Merci à vous trois, merci messieurs d'avoir passé cette heure du Club de la Bourse avec nous, bientôt 18h, très bon début de soirée sur BFM Business. Retour d'Intégral Bourse demain dès 15h30. BFM Business, Intégral Bourse, jusqu'à 18h, la bourse en temps réel.